C'était une nouvelle qui a fait le tour du monde. Les États-Unis et Israël ont lancé une guerre contre l'Iran, de concert. Et la soi-disant mission Epic Fury n'avait qu'un objectif: anéantir l'ensemble de l'appareil militaire iranien ainsi que la tête du régime. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran et plus haute autorité du régime, aurait déjà été tué lors d'une opération spectaculaire, absolument unique sur le plan militaro-stratégique. En réalité, toute cette offensive inaugure une manière totalement nouvelle de faire la guerre, avec des tactiques jamais employées de cette façon. Et ces méthodes, les technologies dignes de la science-fiction qui les rendent possibles, et tout ce qui s'est produit jusqu'ici, on va vous le montrer maintenant. Tout commence à l'aube, et pas dans un seul endroit, mais dans 4 lieux complètement différents. D'abord, à bord du porte-avions américain USS Abraham Lincoln, déployé ici, en mer d'Arabie, escorté par d'autres bâtiments de guerre. Depuis cette force navale, une série d'armes s'apprête à être tirées en direction de l'Iran, à commencer par des missiles de croisière Tomahawk, des engins guidés de plus d'1 tonne, capables de parcourir des distances hallucinantes sur plus de 2000 km. Plusieurs Tomahawks sont lancés au petit matin et prennent la direction de l'Iran. Deuxième point clé, cette fois non pas en mer d'Arabie mais en Méditerranée. Le porte-avions américain USS Gerald Ford y avait été positionné. Là aussi, des missiles Tomahawk sont tirés en direction de l'Iran. Et à ces 2 plateformes maritimes s'ajoutent 2 sites de lancement terrestre. En Israël, plus précisément sur la base aérienne de Nevatim, où sont stationnés les légendaires chasseurs F-35, qui décollent vers l'Iran. En parallèle, les États-Unis envoient également des F-35, depuis leur base en Jordanie, eux aussi en route vers l'Iran. Quelques chasseurs F-18 assurent aussi l'escorte. La première vague d'attaque contre l'Iran est officiellement lancée. Et c'est ici qu'un coup de maître se met en place, comme un mouvement d'échec parfaitement calculé. Missiles et avions décollent de 4 endroits différents, à des moments différents, pour frapper l'Iran au même instant. On appelle ça le time on target. En clair, on synchronise les départs pour que tout arrive au même endroit, au même moment, afin de créer un déluge de feu impossible à contrer assez vite. Sauf que ces missiles ne peuvent pas simplement foncer tout droit vers l'Iran. Le pays est verrouillé comme une forteresse. Des radars au sol partout, un espace aérien surveillé de façon extrêmement stricte. L'Iran a déjà été attaqué l'an dernier par Israël et les États-Unis, et le régime sait que de nouvelles frappes peuvent survenir à tout moment. C'est précisément pour ça que les Tomahawk et les F-35 ne se dirigent pas directement vers leur cible, mais suivent des trajectoires très spécifiques. Les Tomahawk, par exemple, adoptent une stratégie inhabituelle. Ils volent autour de 880 km/h. Ce n'est pas lent, mais c'est en dessous de la vitesse du son. En théorie, ils seraient donc une proie facile pour la défense anti-aérienne iranienne. Sauf que les Américains utilisent un stratagème. Au lieu de voler haut, ils volent au ras du sol. En altitude, ils seraient détectables à des centaines de kilomètres. Mais au ras du sol, à cause de la courbure de la Terre, ils deviennent presque invisibles au radar. Et c'est exactement sur cet effet que tout repose. Il est alors environ 6 heures du matin. Les Tomahawks survolent encore la mer et se rapprochent lentement des côtes, tandis que les F-35, beaucoup plus rapides, sont déjà en train de pénétrer l'espace aérien iranien. Ces appareils peuvent atteindre une vitesse impressionnante, autour de 1900 km/h. Ce sont des avions supersoniques. Mais aller plus vite que le son ne signifie pas devenir invisible. Pourtant, leur route a été choisie comme un angle mort. Ils passent par des axes que l'Iran surveille d'à peine, et c'est ainsi qu'ils peuvent foncer vers leurs objectifs. Alors pourquoi personne ne les voit venir ? C'est là que ça devient presque de la science-fiction. Les États-Unis et Israël misent sur une technologie très largement supérieure à celle de l'Iran, la guerre électronique depuis l'espace. Grâce à leurs satellites espions, les États-Unis auraient pu repérer les systèmes radars iraniens plusieurs jours avant l'attaque. Mais pas seulement les repérer sur des images. Ils auraient pu identifier leurs émissions électromagnétiques, déterminer précisément les fréquences utilisées pour traquer des avions ennemis. Et avec ces fréquences en main, les Américains peuvent envoyer volontairement des signaux de brouillage vers les radars iraniens. Mais l'armée américaine emploie une méthode encore plus folle pour semer la confusion. La scène pourrait presque sortir d'un dessin animé. Et pourtant, l'idée est simple, créer un faux escadron. Les ADMMALD sont de petits drones leurres, de moins de 3 mètres de long, équipés de ce qu'on appelle un système d'identification. Ce système peut être lu par les radars au sol et leur indique quel type d'avion ils sont censés voir. Résultat, une nuée de drones fait croire aux Iraniens qu'une immense formation d'avions de guerre traverse le pays.
Les missiles iraniens abattent alors ce faux essaim pendant que les F-35 poursuivent leur route, totalement libre. En quelques minutes, l'Iran tire des dizaines de ses plus précieux missiles d'interception sur des leurres et se retrouve rapidement à court d'intercepteurs. Et maintenant, le moment pour lequel tout a été préparé commence. En quelques secondes, Israël et les États-Unis vont frapper ensemble les cibles les plus importantes de l'Iran. Tout va aller si vite que l'Iran aura très peu d'options pour répondre. Les F-35 approchent désormais de Téhéran, la capitale, et le centre du pouvoir où se trouve l'ayatollah Khamenei. Au même moment, les Tomahawks foncent vers la côte iranienne et les premières frappes commencent. Après avoir volé tout du long au ras du sol, ils se redressent soudainement, prennent de l'altitude d'un coup, puis plongent depuis le dessus sur des installations radars et des systèmes d'antennes le long du littoral. Les explosions s'enchaînent presque en synchronisation parfaite. Tout va très vite. Les radars iraniens tombent l'un après l'autre. Au même instant, les F-35 sont au-dessus de Téhéran, juste au-dessus du quartier gouvernemental. Ils larguent leurs petites bombes GBU et les dirigent droit vers le complexe où se trouve le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Ces bombes sont d'une précision redoutable. Et même si leur charge explosive est relativement limitée, elles peuvent planer et frapper avec une précision quasi chirurgicale, en visant des zones spécifiques d'un bâtiment. C'est ce qui a permis de détruire le bâtiment de Khamenei, tout en laissant la rue voisine presque épargnée. La première vague est terminée, et c'est un succès total. Khamenei est tué dans l'attaque, les radars iraniens ont été trompés, et, en plus des F-35, toute une série d'autres appareils militaires se trouvent désormais dans l'espace aérien iranien. Peu après cette première vague, la deuxième commence. Progressivement, des bombardiers furtifs B-2 Spirit apparaissent. Le B-2 n'a pas seulement une silhouette intimidante, c'est aussi l'un des rares avions capables, en théorie, d'emporter et de larguer une bombe thermonucléaire de plus d'une tonne. Au-dessus de l'Iran, il ne transporte pas d'armes nucléaires, mais la bombe qu'il emporte, la GBU-57, est, avec ses 13 tonnes, la plus lourde bombe non nucléaire des États-Unis. Elle contient 2400 kg d'explosifs et peut être guidée avec une très grande précision. À peine une demi-heure après les frappes des F-35, les bombardiers furtifs larguent ces plusieurs GBU-57 sur l'Iran. Mais ils le font de façon très sélective, parce que ces bombes géantes sont conçues pour une mission précise, pénétrer profondément dans le sol, là où se trouvent les villes de missiles enfouies sous terre. Ce sont, en quelque sorte, le cœur de l'appareil militaire iranien. Dans ces installations souterraines, parfois creusées dans des montagnes, l'Iran stocke ses missiles les plus importants et d'autres équipements décisifs. Pour empêcher l'Iran d'utiliser cette infrastructure, les B-2 frappent ces sites avec une précision extrême. Une première bombe détruit la surface, puis une seconde s'enfonce dans la cavité et sa puissance de détonation anéantit l'ensemble du complexe souterrain. Mais comme vous l'avez compris, l'attaque ne s'arrête pas là. Elle continue encore plusieurs jours après la première frappe. Et même après la destruction du quartier général de Khamenei, des radars et des antennes, et des silos de missiles les plus importants du pays, Israël et les États-Unis poursuivent leur vague de frappes. Plus de 1000 cibles à travers le pays auraient été touchées dans les heures qui ont suivi. Des bases militaires et des aérodromes stratégiques, des dépôts d'armes, des lieux de réunion des plus hauts responsables, mais aussi des bâtiments civils, comme une école de filles dans le sud du pays, où 165 personnes sont mortes dans l'attaque. Et l'Iran riposte rapidement, lui aussi. Israël est visé, mais aussi certaines bases américaines situées dans des pays du Golfe voisin. Donald Trump a déjà déclaré que ce n'est que le début et que les plus grandes vagues d'attaques restent à venir. Alors maintenant, on veut vous poser la question. Quel est votre avis sur cette guerre en Iran ? Comprenez-vous la décision de l'Amérique de suivre Israël dans ce conflit ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très vite pour la suite.